Et voilà. Alors, je vous les présente. Monsieur Rénal Hawkins, qui est notre directeur général à la Société de sauvetage, va vous présenter la mission et tout le travail qu'on fait autour de ça. Anouk Gadebois, qui est une bénévole avec nous à la Société de sauvetage depuis plusieurs années, qui est mentor, qui est formatrice et qui, dans la vie de tous les jours aussi, est une responsable aquatique et travaille dans le milieu de la santé. C'est une femme à tout faire. François Lépine, qui est notre directeur au programme et au développement des affaires, qui est notre personne ressource sur les différentes tables de concertation, tant au niveau provincial que national, et qui travaille là, à s'assurer que les mesures qu'on met en place par rapport aux exigences de la santé publique puissent corroborer. Et M. Éric Hervieux, qui est aussi un bénévole impliqué avec nous depuis plusieurs années, qui est notre commissaire national au niveau de la sécurité, le safety management. Donc, il a travaillé fort sur les différents bulletins d'information et qui aussi fait partie de plusieurs tables de concertation là, pour la réouverture des plans d'eau. Dans la vie de tous les jours, Éric est le directeur général de la Corporation aquatique à Sainte-Julie. Donc, je vous passe la parole à vous, M. Hawkins. Merci, Guylaine. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Je vous remercie d'être présent avec nous pour ce webinaire-là concernant la surveillance aquatique dans un contexte de COVID-19. Vous savez, notre mission n'a jamais pris autant son importance lorsqu'on dit que ce qu'on désire avant tout, c'est de favoriser les interactions sécuritaires avec l'eau. On trouve que ça prend toute son importance cette année parce qu'il s'agit justement de s'assurer que les gens puissent venir dans des lieux de baignade qui sont encadrés et surveillés par du personnel qui auront été formés dans ce contexte auquel nous vivons tous et toutes. Parce que oui, on veut sauver les noyades et les traumatismes associés à l'eau. Il reste qu'il faut que les gens puissent avoir ce lieu-là privilégié pour pouvoir se rafraîchir durant les périodes estivales. Et on le sait, là, cette semaine, on nous annonce encore du très beau temps et certaines formes de chaleur qui s'installent et on le souhaite en permanence. C'est pour ça qu'on est toujours en mode de représentation auprès des autorités du gouvernement pour ne pas ouvrir seulement que les piscines extérieures, mais aussi l'ensemble des lieux de baignade qui sont réglementés dans le cadre du règlement dans les bains publics. Parce que notre prétention, c'est que lorsque les gens auront besoin de se rafraîchir, s'ils ne peuvent pas avoir accès à une piscine publique ou une plage publique ou un parc aquatique, ils vont trouver le sentier qui va les amener à la rivière ou encore le sentier qui va les amener devant le chalet de quelqu'un ou profiteront peut-être même de votre départ de certains propriétaires de piscines résidentielles pour justement aller se rafraîchir dans votre cour arrière. Et là, on le sait, les gens ne respecteront pas les principes de salubrité et de distanciation physique auxquels on fait allusion depuis déjà bon nombre de semaines. Et en même temps, on a un plus grand risque de noyade dans ces milieux-là. Alors, raison de plus de pouvoir assister à cette conférence et de pouvoir écouter nos panélistes. Alors, encore une fois, merci beaucoup de nous aider à faire en sorte que les gens vont pouvoir favoriser leur interaction sécuritaire avec l'eau et je vous souhaite une bonne saison estivale. À vous la parole. Merci, Rénal. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter comment nous avons été en mesure d'élaborer les différentes normes, ce que je pourrais appeler les nouvelles normes COVID-19 dans l'exploitation des piscines pour la surveillance aquatique et pour le sauvetage. Tout d'abord, lorsque les piscines ont été fermées par la santé publique, on s'est tout de suite mis en mode préparation pour planifier la réouverture des lieux de baignade. Il y a eu une veille qui a été faite au niveau international et national pour justement récolter quelles étaient les informations qui étaient disponibles sur le SARS-CoV-2, le virus qui donne la COVID-19, et aussi sur les risques pouvaient être spécifiques à la COVID-19 dans les installations aquatiques. Donc, la réflexion nous a amené à questionner la santé publique au Québec
D'ailleurs, l'Institut national de la santé publique a publié des bulletins d'information spécifiques aux lieux de baignade qui nous ont permis d'obtenir plus d'informations et de connaissances là, sur les risques. Au niveau national, il y a puis Éric vous en parlera tout à l'heure, il y a des bulletins qui ont été produits. Puis sont le fruit d'une concertation au niveau canadien suite à une revue de la littérature, des données qui étaient existantes là, sur la COVID-19. Il y a une concertation aussi qui a été faite au Québec, autant au niveau de la santé environnementale, du ministère de la Santé et de la Santé publique. Le ministère de la Santé et la Direction des soins préhospitaliers ont émis des directives particulières sur la réanimation de noyades et sur les équipements de protection qui étaient nécessaires. Il y a aussi une consultation qui a été faite avec notre partenaire Santé Sécurité au travail, avec l'APSAM, parce que notre préoccupation, c'était la sécurité des baigneurs, mais aussi la sécurité des travailleurs. D'ailleurs, toutes les normes de requalification et de surveillance aquatique ont été approuvées par le groupe Santé au travail de l'Institut national de santé publique. Donc, la santé publique a approuvé les façons de travailler sur le bord des bassins. Puis pour nous, c'est important qu'on puisse offrir des milieux sécuritaires pour les baigneurs et aussi pour le personnel de piscine. Donc, une vaste consultation, vaste concertation, vaste collaboration, puis un bon consensus. Puis, il y a une constante avec le SARS-CoV-2, c'est que c'est tout nouveau comme problématique de santé. On en apprend tous les jours. Donc, il se peut que les éléments contenus dans la présentation puissent changer au travers le temps. Donc, on vous invite à nous suivre. On s'engage à la Société de sauvetage à toujours vous présenter les dernières données en la matière pour que vous puissiez justement offrir des lieux de baignade sécuritaires. Avant de commencer, je vais vous présenter le contenu du webinaire. Donc, on va parler de surveillance aquatique, puis la concertation, ce que je viens de vous parler. Les bulletins d'information de la Société de sauvetage qui sont disponibles là, via notre site national. Les modes de transmission potentiels de la COVID-19. C'est important de savoir quel est le virus à qui on a affaire? Quels sont les moyens de prévenir la propagation du virus dans nos installations aquatiques? Nous allons parler de capacité d'accueil de groupe, des mesures de prévention, du plan d'organisation de surveillance et des secours, puis du matériel particulier qu'on doit maintenant se doter pour pouvoir assurer les traitements en fonction de la COVID. Les premiers secours et l'animation. Puis, je vous invite tout au long de la présentation à poser vos questions. Nous allons nous engager à répondre à l'ensemble des questions et à vous transmettre des réponses qui seront disponibles éventuellement via le tableau de bord des membres affiliés. Qu'est-ce que la COVID-19? La COVID-19, c'est une maladie assez complexe. Au départ, on pensait que c'était uniquement respiratoire, mais ce qu'on sait, c'est que le principal mode de propagation, de transmission, c'est par des gouttelettes. Donc, ce sont des gouttelettes respiratoires qui sont expulsées par la bouche, par le nez. Donc, parler, comme je vous fais en ce moment, lorsqu'on parle, on émet des gouttelettes. Si je parle plus fort dans un environnement aquatique, j'émets des gouttelettes encore plus loin. Donc, on doit justement se préoccuper de ces gouttelettes-là qui pourraient être transmises par une personne qui a la maladie, qui a la COVID-19. Donc, on doit empêcher, soit en toussant dans un coude, si je me tousse dans la main et que je tousse des surfaces, je risque de contaminer les surfaces qui sont autour de moi. Donc, dans une piscine, on peut parler de planches aquatiques, de bouées de traction, les vestes de flottaison individuelles, les équipements de sauvetage aussi qui sont partagés, les bouées, les chaises de surveillance dans les vestiaires aussi. Donc, il y a plusieurs des équipements qui pourraient être susceptibles de se retrouver avec du virus sur ces surfaces. Donc, si les gens touchent les surfaces, se mettent les doigts dans les yeux ou dans le nez, ils se grattent, ils pourraient justement contracter la maladie. C'est pour ça qu'on parle que le couvre-visage
permet de protéger les autres, parce que ça permet de garder nos gouttelettes pour nous-mêmes, puis d'empêcher que la maladie se propage. Et le lavage des mains, qui va être excessivement important en milieu aquatique. Donc, on se lave les mains avec du savon ou dans les milieux naturels, il n'y a pas accès à du savon, bien, il faudra mettre du gel hydroalcoolique de disponible. Donc, lavage des mains, masque, permet de protéger les gens. Au niveau aquatique, dans l'eau, il y a un risque très faible de transmission. Donc, ce n'est pas un risque qui nous préoccupe, autant dans les milieux naturels où l'étendue d'eau est très, très grande. Et ça, ce n'est pas une opinion, ce sont des données qui ont été publiées par l'Institut national de la santé publique qui indiquent que l'eau traitée pour le SARS-CoV-2, pour le virus, ne présente pas un risque, parce que c'est un virus qui est assez fragile. Donc, il n'y a pas de préoccupation à avoir au niveau de l'eau. La préoccupation principale, c'est au niveau de la distanciation dans notre installation aquatique. Donc, il va falloir trouver des façons que les baigneurs soient distants, que ce soit dans les cours, que ce soit dans les aquaformes, que ce soit dans la baignade d'activité libre. Et on doit s'assurer, dans le fond, de maintenir l'eau dans les paramètres standards et toutes les méthodes habituelles pour traiter l'eau, dans le fond, sont préconisées, même en contexte de COVID-19. On n'a pas besoin d'en ajouter de supplémentaires là, pour protéger davantage nos baigneurs. Je vais céder la parole à Éric s'il n'y a pas de questions. Donc, je te laisse, Éric. Donc, je vais vous présenter là, les documents de référence qui sont disponibles pour vous comme gestionnaire. Il y a beaucoup de choses qui sont maintenant en ligne. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans ces documents-là, parfois, ce sont des stratégies qui sont proposées et d'autres fois, on fait référence à des obligations. Donc, les consignes qui ont été émises par la santé publique et les gouvernements. Donc, important de faire une différence. Quand on parle de stratégie, évidemment, ce sont des conseils que vous pouvez et que vous devez adapter à votre milieu, étant donné que chaque installation là, connaît ses particularités. Mais on a tenté là, de vous outiller le plus possible pour vous aider dans la reprise des activités en ce contexte de pandémie. Entre autres, la Commission nationale des normes de sécurité publie sur le site Internet de la Société de sauvetage canadienne, donc lifesaving.ca, plusieurs standards, bulletins d'information et lignes directrices. Il y a des publications là, qui sont faites sur une base annuelle que vous pouvez aller consulter qui concernent les installations aquatiques en général, les piscines et les plages. Évidemment, nouvellement, on a une nouvelle section, COVID-19, dans laquelle vous trouvez des documents là, qui sont spécifiques à la situation actuelle. Entre autres, vous allez retrouver des bulletins d'information qui présentent les adaptations à faire pour pouvoir offrir les premiers soins, la réanimation. Donc, qu'est-ce qui change au niveau de nos interventions? Anouk va nous en parler un peu plus tard. Qu'est-ce qui se passe au niveau du nettoyage, de la décontamination des surfaces, la gestion de la qualité de l'eau? Ça aussi, on va en parler durant la rencontre. Quelles sont les choses à mettre en place en vue d'une réouverture? Donc, vous avez une liste de recommandations. Et comment est-ce qu'on peut organiser la formation du personnel? La formation de nouveaux employés, la formation en cours d'emploi et les requalifications. Là aussi, il y a des stratégies qui sont présentées. Finalement, je vous conseille de consulter aussi les lignes directrices en vue d'une réouverture qui contiennent une foule d'informations. Vous avez là une liste présentement à l'écran d'items qui sont présentés. Aussi, au niveau des équipements de protection individuels qui sont apportés, il y a beaucoup de questions là-dessus. Vous allez retrouver des informations sur cet élément-là aussi dans les documents qui sont présentés. Concernant les lignes directrices, vous avez une liste de tous les thèmes qui sont abordés dans les lignes directrices présentes sur le site de la Commission nationale des normes de sécurité. Comme vous pouvez le voir, là, il y a beaucoup de thèmes qui sont présentés. Pour chacun des thèmes que vous voyez dans la liste à l'écran, on a retrouvé des stratégies. Donc, c'est au-dessus d'une centaine de stratégies qui vous sont proposées. Comment est-ce que je peux prévoir mon calendrier de réouverture? Comment est-ce que mon personnel va pouvoir faire un retour aux installations?
comment est-ce que je gère les équipements de mes employés, etc., etc. Donc, ça, ce sont tous des stratégies qu'on vous présente pour vous aider à réorganiser la reprise de vos activités. Donc, des documents de référence très intéressants pour les gestionnaires. Aussi, une autre ressource très importante, l'Association des responsables aquatiques du Québec a préparé son guide de réouverture progressive des installations. Ce guide-là est constamment mis à jour. On est rendu aujourd'hui à la version 2.8. On sait que la version 3.0 est en préparation, donc elle sera publiée dans les prochains jours cette semaine. Vous avez aussi le lien au bas de la diapositive dans la section Info COVID. Vous allez pouvoir consulter le guide. Un guide qui contient beaucoup de documents de référence, beaucoup de listes, de rappels, de choses que le gestionnaire doit mettre en place. Donc, ça aussi, c'est un document là, à avoir à portée de la main pour avoir les dernières informations disponibles. Aussi, dans le guide de réouverture, on fait référence à ce que les partenaires, donc fédérations sportives aquatiques, ont préparé et ont mis en place. Donc, si vous avez des clubs qui s'entraînent ou qui ont des programmes, des programmations chez vous, vous pouvez aussi consulter ce guide-là pour avoir les références des fédérations sportives aquatiques et ce qu'ils exigent de leurs entraîneurs. Comme gestionnaire aquatique, vous allez avoir à vous positionner sur la capacité maximale de baigneurs. Évidemment, dans un contexte de pandémie, il va falloir penser à réduire le ratio de baigneurs dans l'enceinte de nos installations afin de permettre le maintien d'une distanciation physique. Ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est une revue de ce qu'on a pu observer, ce qui faisait dans les autres provinces ou dans d'autres pays dans le monde. Au Québec, on n'a pas de consigne, on n'a pas d'obligation qui a été imposée, donc de chiffre magique qui nous dit voici le nouveau ratio en contexte de pandémie. Donc, c'est à vous, gestionnaire, à adapter ces ratios-là en fonction du contexte. On a déjà des ratios de capacité maximale qui existent, mais ceux-là sont en vue d'assurer la sécurité des baigneurs et en termes de prévention de la noyade. Dans un contexte de pandémie, ces ratios-là doivent être plus sévères. Comme Guylaine le disait aussi d'entrée de jeu, il y aura une conférence de presse aujourd'hui qui va aborder les notions de rassemblement et de distanciation. S'il devait y avoir des allègements ou des modifications au niveau des indications de la santé publique, la présentation qu'on vous fait aujourd'hui sera mise à jour et les informations là, dans les prochains jours seront aussi communiquées pour vous aider là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'on a observé? Dans le monde, on a vu des ratios allant de 7 à 10 mètres carrés. On a vu dans d'autres régions qui ont réduit la capacité habituelle de 50 %. Dans d'autres cas, pour la nage en longueur, on accepte maintenant seulement qu'un nageur par corridor. Et il y a d'autres principes qu'on va vous présenter aussi qui sont observés. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'accompagner les gestionnaires en vous faisant une recommandation, en vous proposant des stratégies, des ratios et en tenant compte des activités, donc des habitudes qu'on connaît. On sait que c'est une activité qui est dynamique, les gens sont constamment en mouvement, donc on ne pourra pas maintenir seulement qu'un 2 mètres entre les gens. Il faut penser à avoir un petit peu plus d'espace par baigneur pour que l'activité puisse avoir lieu de façon sécuritaire, puis en évitant la transmission du COVID-19. Pour la natation à longueur, ce qu'on recommande aux gestionnaires, c'est d'appliquer un ratio de 10 mètres carrés par baigneur et de faire nager les baigneurs dans 2 corridors. Donc, ils vont partir de la partie peu profonde et se diriger vers le creux, exemple en utilisant le corridor numéro 1, et ils vont revenir en peu profond en utilisant le corridor numéro 2. Donc, on appelle ça la nage en cercle. Ils doivent donc changer de corridor au moment de leur retour. Il n'est pas nécessaire de mettre un câble entre les corridors 1 et 2. On pourrait avoir un câble entre les corridors 3 et 4 pour séparer les paires de corridors. Mais autrement, les nageurs vont nager en paires de corridors. Ça permet de garder une distance de 2 mètres entre les deux nageurs, celui qui se dirige vers le creux et celui qui est en retour vers la partie peu profonde. Donc, 10 mètres carrés par paire de corridors. Si vous faites de la nage de gens qui veulent se présenter, qui sont individuels, qui sont seuls, ou ce sont les gens d'une même famille qui nagent, à ce moment-là, ils pourraient nager dans un seul corridor de natation, étant donné que la proximité serait permise à ce moment-là.
Pour les activités de baignade récréative, ce qu'on vous recommande, c'est d'appliquer un ratio de 7 mètres carrés par baignade. Donc, on calcule la superficie du plan d'eau, on la divise par 7 et ceci devrait vous donner là, un bon indicateur de capacité maximale à appliquer. Que votre installation ait une partie profonde ou pas, on utilise le même ratio. On sait que le profond peut parfois être utilisé pour les tremplins glissoires. À ce moment-là, il n'y aura pas réellement des gens dans l'eau, mais ils vont être en file d'attente derrière le tremplin, derrière la glissoire. Donc, il faut aménager des bornes pour indiquer là, la distance de 2 mètres à respecter. Autrement, si c'est un bain libre qui est disponible aussi dans le creux, bien, le même ratio s'applique à ce moment-là. Il y a un outil d'aide pour calculer la capacité maximale d'accueil qui est disponible sur le site de l'Association des responsables aquatiques du Québec, donc sur le site de l'ARAC.net. C'est un tableur Excel, un chiffrier dans lequel vous pouvez entrer vos données et on va vous donner des indications pour vous aider à calculer la capacité maximale de votre installation. On vous rappelle aussi que dans les vestiaires, il ne devrait pas y avoir plus d'un baigneur, un participant par 5 mètres carrés disponibles. Il faut penser aussi à condamner certains casiers, certaines douches et urinoirs là, pour permettre de maintenir la distanciation. Et vous aurez peut-être aussi à penser en termes d'accueil de vos participants un système de réservation ou de rotation des participants. Si votre installation est très, très achalandée et que les nouveaux ratios font que vous allez avoir pas suffisamment de place finalement en fonction de la demande de vos citoyens ou des participants habituels, il faudra penser soit à mettre en place un système de réservation pour éviter les longues files d'attente ou à prévoir une rotation, donc de limiter le temps des baigneurs dans l'installation, exemple à 1 heure, et à toutes les heures, bien, les gens doivent quitter pour permettre à d'autres gens qui sont en file d'attente d'entrer dans l'installation. Donc, ce type d'aménagement-là sera nécessaire. Aussi, au niveau du prêt du matériel, on parle de prêt de matériel qui est minimal. Donc, les gens pourraient être invités à apporter eux-mêmes leur chaise ou leur planche de natation pour éviter le prêt de matériel. À l'accueil, il faudra aussi poser des questions d'usage. Donc, maintenant, là, vous connaissez probablement tous. Alors, les gens là, qui ont les symptômes qui sont présentés à l'écran, évidemment, là, devraient se voir refuser l'accès et devraient être référés là, à la santé publique pour qu'ils puissent consulter et valider là, s'ils sont infectés par la COVID-19. Vous avez quelques images ici d'installation en France. Donc, on voit du marquage au sol qui permet de gérer la circulation. Ça, c'est à penser. Comment est-ce que les gens vont circuler? Est-ce qu'ils vont circuler à sens unique autour de votre bassin? Si la marge, si la plage du bassin n'est pas suffisamment large, ça peut être une façon de fonctionner. Donc, le marquage est une bonne façon. Aussi d'aller barrer avec des X là, les équipements qu'on doit fermer pour permettre une distanciation, donc d'opérer, exemple, une douche sur 2. Ce sont aussi d'autres choses là, qui seront à penser et à mettre en place chez vous. Vous avez à l'écran des affiches qui seront disponibles sur le site Internet de la Société de sauvetage au courant de la journée. Vous avez 3 affiches qui ont été préparées. Une à l'intention des installations aquatiques des piscines, la deuxième pour les plages et la dernière pour les parcs aquatiques. Donc, vous avez là les consignes d'usage à respecter. Ces affiches-là ne seront pas, vous ne pourrez pas les commander papier ou en format poster. Vous devrez donc vous-même les afficher là, dans ce contexte de pandémie où c'est plus difficile là, de transmettre ce matériel-là physiquement. Donc, vous pourrez les télécharger, les imprimer ou vous en inspirer là, pour organiser les vôtres. Avant qu'on aille plus loin, Guylaine, est-ce qu'il y a des questions des participants? Non, ils sont pas mal tranquilles. C'est beau? C'est clair, excellent. Ben ouais. Donc, je passe la parole à Anouk. Ah, attends. Oui. Une. Mon arrondissement a annulé les périodes réservées aux entraînements en longueur parce qu'il semblerait que la baignade ne doive être réservée qu'au rafraîchissement et non à l'entraînement. Est-ce que cette directive a changé? Donc, les citoyens pourraient donc faire des longueurs dans des corridors.
effet, les citoyens peuvent faire des longueurs dans les corridors. Par contre, c'est vrai aussi que l'objectif numéro un, c'était de permettre d'avoir des points de rafraîchissement qui sont surveillés. Hein. Ça, Rénal le disait d'entrée de jeu, c'est important qu'on ait des installations surveillées parce qu'on sait que les noyades en milieu surveillé sont beaucoup moins importants en nombre que dans les milieux non surveillés. Donc, on ne veut pas que les gens se dirigent dans des milieux non surveillés parce qu'il n'y a pas de milieu surveillé disponible. Donc, on recommande là, à tout le moins de rendre disponible la baignade pour se rafraîchir dans vos installations. De permettre la nage en longueur, après ça, ça dépend de chacune des réalités. Certaines piscines ont décidé de prolonger les heures d'ouverture pour pouvoir permettre de maintenir la nage en longueur tout le matin ou en fin de journée. D'autres installations moins achalandées sont capables de permettre les deux types de baignade. Mais dans d'autres cas, les installations sont tellement utilisées et la nage en longueur permet d'avoir souvent moins de gens dans les corridors ou dans le bassin. Bien, à ce moment-là, des arrondissements, des villes ont préconisé la nage récréative, la baignade récréative seulement. Donc, il n'y a pas d'obligation à permettre un ou l'autre, mais les deux sont possibles. Alors, je passe la parole à Anouk. Bonjour. En fait, ce qui a trait avec la désinfection des équipements de surface ou encore des équipements, je dis des équipements de surface, mais soit des équipements ou encore des surfaces. Je m'excuse. Ce qu'on va recommander jusqu'à présent, c'est éviter le prêt d'objets. Donc, les objets qui sont ballons, planches, nouilles, tout ce qui est dans ce contexte-là, ce qu'on va vous recommander, c'est peut-être que les usagers apportent leur propre équipement. Peut-être seulement penser à avoir du désinfectant pour que les usagers puissent les désinfecter avant de rentrer à l'eau et les désinfecter avant de retourner à la maison. Si vous voulez les partager, bien, juste vous assurer d'avoir une procédure à ce qui a trait à la désinfection. Au niveau des VFI, ceux que vous allez probablement prêter pour les camps de jour, c'est pas mal à ceux que je pense, il va falloir penser à organiser le roulement de VFI avec cette désinfection-là. Il est possible de laisser les VFI 15 minutes dans l'eau, 15 minutes d'un bord, 15 minutes de l'autre, donc leur faire le bacon que j'appelle, avant de les partager à un autre groupe de camp de jour. Idéalement, on les fait sécher rapidement. C'est sûr que sur des piscines extérieures, généralement, on les laisse sécher au soleil. Vu que vos capacités sont un peu plus petites, ça nous amène à penser que vous avez probablement plus de VFI que de gens qui vont venir dans l'eau. Ce qui est des VFI en plage, si vous n'avez pas l'eau traitée de votre piscine, donc entre le 0.8 et 3 dans les piscines extérieures, vous pouvez créer une solution javelisante, donc une petite recette là, avec 3 ppm de chlore pour avoir une immersion du VFI, même chose, là, 15 minutes d'un côté, 15 minutes de l'autre. Vous pouvez vous référer aussi à la procédure de la INSPQ qui va pouvoir vous aider là, par rapport à la désinfection. Ce qui a une désinfection au niveau des chaises de sauveteurs, ça va être de vous organiser dans votre organisation de travail pour les faire désinfecter par vos sauveteurs, soit avant la montée sur les chaises, soit par quelqu'un, un des sauveteurs qui va être attitré à la désinfection. D'encourager aussi le lavage des mains fréquent avec de l'eau et du savon pour que cette désinfection-là soit assez efficace. Si l'eau et le savon ne sont pas disponibles, il y a toujours la solution hydroalcoolique qui est adéquate pour arriver à la désinfection. Il y a les bouées, torpilles et les tubes de sauvetage. Ce sont des éléments qui sont des objets de sauvetage qui vont, idéalement, on essaie de ne pas les partager. On essaie d'avoir un équipement pour un sauveteur. Donc, si vous avez 4 sauveteurs en place, on essaie d'avoir 4 bouées tubes, par exemple. La bouée tube et la bouée torpille vont vous permettre d'avoir la distanciation physique minimale qui est demandée jusqu'à présent. Donc, c'est de l'équipement qui serait adéquat de s'approprier.
Il faudrait les désinfecter, même chose là, avec une solution javelisante, mais vous pouvez toujours les faire tremper dans l'eau 15 minutes d'un côté, 15 minutes de l'autre. Mais il ne faut pas oublier là, que l'organisation de travail, parfois, 30 minutes, c'est quand même assez long entre 2 sauveteurs. Donc, vous assurez d'en avoir en quantité suffisante. Les mesures de distanciation qui sont présentement en vigueur, c'est la distanciation physique de 2 mètres dans l'eau et hors de l'eau. On ne souhaite pas que les sauveteurs soient la police de la distanciation physique, autant pour les groupes d'enfants qui vont venir, autant pour les usagers qui vont passer dans votre bassin. En fait, ce qu'on souhaite, c'est que les gens réussissent par eux-mêmes à s'approprier cette distanciation physique-là. Mais on a mis plusieurs stratégies en place. On a réduit la capacité pour qu'ils soient capables de se maintenir à 2 mètres. Il y a les réservations qu'Éric vous a parlé. Il y a aussi la rotation, le roulement, le marquage au sol, l'accès aux toilettes qui devrait seulement être pour les toilettes et encourager à se changer avant la baignade, c'est-à-dire de porter le maillot avant d'arriver sur le bord du bassin. Au niveau des mesures sécurité, OK, toujours garder les mêmes stratégies pour les groupes d'enfants, donc évaluer les habiletés de natation, OK, pour nous assurer que les enfants savent nager. Informer des profondeurs dans l'eau, prêter le VFI si l'enfant ne sait pas nager aussi. Les habiletés de natation qui ont été évaluées ne sont pas adéquates. Et on veut que les enfants portent ce VFI-là. Donc, encourager les moniteurs de camp de jour à se garder une liste à propos de ces tests-là que vous avez fait au préalable. Informer puis former les accompagnateurs des enfants. Donc, généralement, impliquer les moniteurs dans les processus de rotation au niveau des piscines. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Et vous assurer que la crème solaire a été appliquée au moins 30 minutes avant la douche sans savon sur les piscines extérieures pour que les enfants soient bien crémés et qu'ils soient protégés aussi par rapport au soleil avant d'aller prendre la douche et de rentrer dans le bassin. Au niveau de l'accueil des familles, même principe, distanciation physique, sauf qu'on va considérer que ce sont des unités de baignade. Donc, si maman vient avec son garçon, bien, c'est une unité de baignade. OK? Ils sont ensemble. On s'entend que la distanciation physique n'est pas de mise, mais eux, entre une autre unité de baignade, là, on va considérer qu'il y a une distanciation à garder. La seule particularité, c'est qu'on va essayer que sur le bord de la piscine, il y a une zone réservée à eux. Donc, on va les encourager à déposer leur sac à un endroit qui est à 2 mètres d'une autre zone réservée des sacs. Au niveau des mesures d'hygiène, on va encourager aussi, même principe, le questionnaire qui a été émis, OK? Ils vont rentrer sur le bord de votre bassin, ils vont être questionnés, donc il ne devrait pas y avoir de symptômes. S'il y a un risque d'avoir un symptôme, un risque que le symptôme n'est pas atténué encore, on va leur recommander de retourner à la maison. Encourager le lavage des mains, donc avoir la station pour désinfecter avant de rentrer sur le bord. Le couvre-visage ou les masques de procédure peuvent être portés dans l'enceinte de la piscine, mais pas dans le bassin. OK? Donc, c'est pour ça qu'on va primer sur la distanciation physique. On ne voudrait pas qu'ils le portent dans l'eau pour se mettre en danger. Ça va en lien avec l'étiquette respiratoire. On ne voudrait pas qu'ils avalent l'eau, afficher les règles d'hygiène, puis donner l'accès seulement aux douches et aux toilettes. Le reste du vestiaire, on peut créer des barricades ou encore mettre des volets pour pas qu'il y aille. Au niveau des plans d'organisation de surveillance, ce qu'on voudrait faire avec les sauveteurs, c'est créer une organisation de travail qui ne nécessite pas qu'ils portent nécessairement les équipements de protection individuelle. Donc, on parle de la protection oculaire, du masque de procédure ou encore de la visière avec le masque de procédure. On veut, en tout temps, qu'ils portent leurs lunettes polarisées, qu'ils aient une vision d'ensemble sur leur bassin. Quand ils sont assis sur les chaises, on considère qu'ils sont
qui maintiennent la distanciation physique et s'assurer qu'ils font un lavage des mains qui soit assez fréquent. OK? Fait que leur donner le matériel pour arriver à ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est seulement dans les interventions de secours, donc de premiers soins ou de premiers soins majeurs, que j'appelle, qui va avoir besoin d'avoir la trousse de premiers soins qui contient l'équipement de protection individuelle. OK? Fait que dès qu'on va passer la barrière physique, on va casser la distanciation physique de 2 mètres, on veut que les sauveteurs portent l'équipement de protection individuelle. Vous assurez que vous avez en quantité suffisante de mannequins de sauvetage, autant pour les requalifications que pour les entraînements, et avoir assez d'aides de sauvetage qui pourraient maintenir la distanciation physique, donc les perches, les bouées tubes, les bouées torpilles, c'est ceux qui sont ciblés en ce moment. Au niveau des sauvetages, une victime en train de se noyer, OK, pour ceux qui sont habiles avec les interventions en sauvetage, il n'y a rien qui va vous surprendre ici, de revenir aux bases avec l'approche échelonnée, donc parler, lancer, atteindre. On veut le faire avec la perche de sauvetage, la bouée de tube, la bouée torpille. Donc, on va les encourager, on va encourager nos victimes à sortir par elles-mêmes, à moins qu'elles ne soient pas capables. On va s'approcher puis on va les aider. OK? Si on doit rentrer dans l'eau, on rentre dans l'eau, on fait notre intervention. Dès qu'on arrive à la sortie, on a un collègue qui pourrait nous attendre avec son équipement de protection individuelle déjà mis. Et dès qu'on est sorti, on s'assèche et on met l'équipement. Protection oculaire, masque ou visière et masque jusqu'à présent. On n'oublie pas les gants parce qu'on va rentrer en contact avec la victime. Si jamais vous avez décidé d'intégrer la jaquette dans votre organisation de travail, vous assurez que vos sauveteurs sont capables de la mettre, mais aussi d'en avoir en quantité suffisante. Sinon, il est possible, après l'intervention, de seulement changer d'uniforme, donc avoir des uniformes de rechange. On va leur demander aussi d'aller faire une douche savonneuse avant de reporter le nouvel uniforme. Au niveau des prises en charge des victimes qui ne respirent pas, donc généralement la victime submergée, il va y avoir une approche par derrière. Donc, on maintient les mêmes interventions qu'à l'habitude. Dès qu'on sort, on va prendre le remorquage ou le portage pour garder la distanciation physique. On arrive au bar, la personne nous attend avec son équipement de protection individuelle, on sort la victime, on s'assèche, j'ai de la misère avec ce mot-là, on s'assèche et on porte le nôtre, okay, au niveau de l'équipement de protection, et on va amorcer la réanimation s'il y a lieu. On va vous en parler plus tard. Au niveau dans l'équipement de protection individuelle, ce qui est important de savoir, c'est que les masques de poche doivent avoir un filtre antiviral. C'est la seule notion particulière qu'il faut retenir dans un contexte de noyade parce que nos ventilations sont super importantes. On veut que nos sauveteurs ventilent et compressent, OK? Contrairement à une victime qui n'est pas une victime de noyade. Ce qu'on peut encourager au niveau des sauveteurs dans les pratiques, les entraînements, ce qu'on veut qu'ils soient capables de faire, c'est de travailler à 2 sauveteurs. Donc, un qui maintient l'étanchéité du masque, l'autre qui fait les compressions. 3 sauveteurs, un qui maintient l'étanchéité du masque, un qui compresse, qui alterne avec l'autre pour faire les compressions. Comme ça, on peut garder la même personne avec le même masque et éviter les contaminations. OK? S'il est à 1 sauveteur, on peut s'assurer d'avoir, c'est le masque de poche avec une courroie verte pour garder cette étanchéité-là. Et dans tous les cas, s'il y a un membre de la famille, oui, qui est formé, mais qui est à l'aise surtout, qui se sent en contrôle, vous savez qu'il peut vous aider, cette personne-là peut venir maintenir le masque et faire les ventilations. Dans le contexte où nos victimes ne sont pas une victime de noyade, donc il y aurait un arrêt cardiaque sur le bord de la piscine, on va couvrir le visage de la victime, appliquer le DEA, faire les compressions.
on ne va pas faire de ventilation parce qu'on va considérer que c'est une victime en arrêt cardio-respiratoire. Si vous n'avez pas de DEA sur vos bassins, appelez rapidement le 911 pour qu'on arrive avec le DEA pour vous aider à augmenter vos chances de survie. Au niveau de l'enfant, réanimation, ventilation, mais encore là, avec le masque de poche qui contient le filtre antiviral. Et on va mettre le DEA au besoin, donc après 2 minutes, si le DEA juge qu'on doit administrer un choc. La probabilité qu'une victime de noyade soit porteuse de la COVID est faible. OK? Parce qu'on va avoir fait un autodiagnostic de nos sauveteurs, parce que les usagers sont questionnés, etc. OK? Parce qu'on maintient la distanciation physique et on peut nommer toutes les stratégies qui sont en vigueur. Mais il faut retenir que la ventilation est super importante. Fait qu'il faut vous assurer d'avoir le matériel pour que vos sauveteurs puissent effectuer justement ces ventilations-là avec les compressions. C'est une image qui vous démontre comment maintenir l'étanchéité du masque de 2 façons différentes. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est qu'il y a de l'oxygène avec le boyau. Si vous n'avez pas d'oxygène sur votre milieu, juste vous assurer au moins qu'il y a le petit bouchon sur les masques de poche. OK? J'ai une question ici de Stéphanie qui dit « Comment savoir si le filtre du masque de poche est antiviral? » Vous allez devoir retourner à votre fournisseur. OK? Sinon, avec Aquam, qui est notre partenaire, il a réussi à nous trouver des filtres antivirales qui vont pouvoir s'ajouter sur les masques de poche. Donc, si vous n'êtes pas certain, vous assurez de faire l'achat de nouveau pour les mettre au moins dans vos trousses de premier secours, qui va être un équipement associé juste à l'urgence. Oui, puis si je peux me permettre en addition, l'APSAM a publié sur sa page des specs pour les filtres antiviraux et filtres EPA. Donc, il est possible d'aller directement consulter la page de l'APSAM pour vous assurer que le filtre que vous vous procurez sur le masque est adéquat. Je te laisse continuer, Anouk. Merci. Parfait. Merci. Donc, ce qu'il faut retenir au niveau des premiers secours, c'est dès que votre sauveteur doit briser cette barrière de distanciation physique-là, il doit porter l'équipement de protection individuelle. Il faut que ça soit quand même assez clair. On leur enseigne énormément comment on leur dit, OK, faites l'ABC, y a-t-il des dangers ou il n'y a pas de danger? Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce danger-là, c'est un ennemi invisible. Okay? Fait qu'il faut penser que le COVID est là en tout temps. Masque de procédure, lunettes de protection, gants, jaquettes ou changement d'uniforme. Jusqu'à présent, le masque de procédure, c'est le masque de papier bleu qui est utilisé et qui doit être maintenu pour faire les interventions de premiers soins. Si eux, ils veulent porter le masque de tissu quand ils sont dans le chalet, dans leur organisation de travail, qui maintiennent le 2 mètres, mais qui ont un masque de tissu, ça va, mais le masque de procédure en intervention doit être porté. Lavage des mains fréquent avec de l'eau et du savon, solution hydroalcoolique pour nous aider si jamais dans notre organisation de travail, ça fonctionne moins ou qui est plus ou moins accessible. Mais en tout temps, il faut penser à aller aussi prendre la douche savonneuse lorsqu'il y a eu une intervention qui a dû avoir un contact. On va les encourager aussi à faire des auto-soins. Donc, on va demander aux sauveteurs de demander aux parents de s'impliquer dans les soins de leur enfant ou encore dans les accompagnateurs. Donc, juste s'assurer de les coacher à ne pas toucher la trousse de premiers soins, toucher la victime, puis après retoucher dans la trousse de premiers soins. Donc, on ouvre la trousse, on regarde, on sort le stock qui ont besoin, puis on demande aux parents de le faire, puis on évite les contacts. Puis comme ça, au moins, cette approche-là d'auto-soin, bien, on va faire en sorte que les parents vont apprendre en plus, puis que nos sauveteurs, bien,
Ils vont moins se contaminer puis ils vont être moins en contact. Si jamais ils sont pas, ils ressentent que le parent n'est pas chaud à l'idée de donner les soins parce qu'il a peur du sang ou peu importe, bien, de ne pas hésiter justement à rentrer en action puis dans les complications aussi. On a 2 petits volets ici. J'ai fait des vidéos qui vont être disponibles sur la chaîne YouTube de la Société de sauvetage. Comment retirer des gants, comment mettre le masque de procédure et le retirer. Ce qui est important de savoir, c'est que tout ce qui aurait possiblement touché les surfaces ou une victime qui a notre danger invisible, que j'appelle, ne doit pas être touché par le sauveteur. OK? Donc, il faut de la pratique. Laissez-leur pratiquer, achetez du stock de surplus pour qu'ils réussissent à le mettre adéquatement. Principe numéro 1, dès qu'on a retiré les gants, on se lave les mains. Le masque de procédure, avant de le mettre, on se lave les mains. Puis, on se lave les mains avant de le retirer aussi, puis on évite de le toucher. Dès qu'il est mouillé, humide ou inconfortable, on doit le changer. Donc, juste rappeler à vos sauveteurs de bien s'assécher le visage avant de les mettre. L'été, il fait chaud. Donc, c'est possible qu'ils portent la visière avec le masque de procédure puis qu'il y a un embut qui se fasse. Si ça l'embut trop, qu'ils ne sont pas capables de le gérer, il y a une tolérance possible à porter seulement la visière, mais encouragez fortement vos sauveteurs à porter visière et masque de procédure ou lunettes de protection qui est la lunette style soudeur un peu plus large. Au niveau de la jaquette, même principe, OK? Ça prend de la pratique pour la mettre et pour la retirer. Ils sont habitués avec leur uniforme. C'est possible que ça soit mouillé quand eux, ils sortent de l'eau parce qu'ils vont avoir fait une intervention. Peut-être penser à faire mettre la jaquette seulement des équipements de protection dans les interventions de premier secours. Donc, ils ne nécessitent pas qu'ils soient mouillés. Ça peut être envisageable, mais encore là, ça prend de la pratique. Jusqu'à présent, sur le tableau bord de la Société de sauvetage, il y a une liste des équipements de secours qui a été placée comme document pour identifier ce que les trousses de premier secours devraient avoir dans le type d'équipement de protection individuelle. Donc, c'est un peu tout ce que je vous répète depuis le début, mais ce qui est important de faire, c'est que le règlement sur les biens publics vous demande d'avoir toute votre base de trousses de premiers soins et ajouter un équipement, j'appelle ça un sac d'urgence avec l'équipement de protection individuelle dedans pour que le sauveteur soit capable de prendre sa trousse et sa trousse de premier secours pour contexte COVID. Je laisse la parole à François. Merci. Merci Anouk de la présentation. Merci Anouk et Eric. Je tenais à vous informer de la politique d'harcèlement et d'inconduite de la Société de sauvetage. Le conseil d'administration a, le 24 avril dernier, et ça dans l'attente d'une politique provinciale, a voté une politique sur le harcèlement et les inconduites. La Société de sauvetage s'engage à mettre de l'avant tout principe ou action visant à établir un milieu sain, respectueux et sécuritaire. On souhaite encourager les relations harmonieuses entre les membres. Vous êtes des membres affiliés et les membres qui sont sauveteurs et moniteurs, et les candidats aussi qui sont dans les différentes formations. Donc, on vous invite à consulter la politique qui est disponible sur le tableau de bord et sur le site Internet de la Société de sauvetage. Toute personne qui aurait une plainte concernant le harcèlement ou une inconduite, que ce soit dans le cadre d'une activité de la Société de sauvetage comme un examen de cours, par exemple, un cours ou une activité de bénévolat, toutes ces activités et l'ensemble des membres sont couverts par cette politique-là, qu'ils soient
des employés, des bénévoles, des moniteurs et des surveillants sauveteurs. Donc, on vous invite et on va inviter tous nos membres à pouvoir émettre une plainte ou à pouvoir justement identifier s'il y a eu un comportement qui n'était pas adéquat en vertu de cette politique, à le faire via un formulaire qui sera disponible en ligne et on s'engage à traiter en toute neutralité l'ensemble des informations qui vont nous parvenir et tout ça dans le but de maintenir un milieu sain et sécuritaire dans l'ensemble de nos activités. Ce qu'il faut retenir de la présentation aujourd'hui, c'est qu'il faut se laver les mains fréquemment. Donc, on se lave les mains avant, après, surtout lorsqu'on touche des activités. On en a parlé aussi durant les rotations. Il doit y avoir une pause de lavage de mains dans les rotations entre chacun des postes. On invite aussi les participants à se laver les mains. Donc, c'est un moyen de protection qui est efficace. Distance entre les usagers, distance de 2 mètres le plus possible. On a vu comment orienter les usagers aussi pour les aider à maintenir cette distance-là et à organiser cette distance. On ne veut pas que ça devienne une distraction pour la surveillance aquatique. Donc, on s'assure que les gens connaissent, soient bien orientés dans l'installation pour se responsabiliser eux-mêmes. On tente aussi de valider, et au sein de votre équipe de travail aussi, c'est important parce qu'il y aurait une propagation au sein de votre équipe de travail, bien, vous ne serez plus en mesure d'offrir les activités de baignade. Donc, si vous avez un de vos employés qui a des symptômes ou s'il y a un usager, un baigneur ou une personne qui vient suivre une activité ou un cours, à ce moment-là, il doit rester à la maison par mesure de précaution et contacter la santé publique. Prévoir les équipements de protection individuelle appropriés. On s'entend, les meilleures méthodes, c'est de garder le 2 mètres, mais dans le cas d'une intervention proche, qui n'est pas dans l'eau, parce que c'est normal de faire des sauvetages dans l'eau à une distance de moins de 2 mètres, on s'assure d'avoir tous les équipements de protection. On désinfecte les surfaces selon les fréquences qui sont demandées. Il y a des références qui existent à ce sujet sur le site de l'INSPQ que vous pourrez contacter et y accéder via notre site. C'est possible d'organiser des cours de sauvetage aussi, menant à la certification sauveteur national. Un niveau de confiance très élevé dans l'organisation des cours en piscine. On est en mesure d'avoir une distance et on a fait approuver nos protocoles d'intervention, autant en formation que dans l'intervention par la santé publique. Donc, on s'assure que les employés ont l'équipement de secours approprié. Puis, tenez-vous informé parce que la situation pourrait évoluer dans le temps. Je fais un avertissement aussi, puis j'en ai parlé, les normes peuvent changer. Donc, on vous invite à suivre les normes. Et aussi, ce qu'on vous a présenté ne vient pas substituer les informations qui sont transmises par la santé publique, que ce soit au niveau local ou provincial. Donc, on vous invite à suivre les directives de la santé publique pour les activités extérieures ou tout type d'activités. Donc, les directives vont toujours primer par les informations qui vous auront été transmises aujourd'hui durant la présentation. On vous invite à consulter notre dossier alerte sauvetage.qc.ca, dossier COVID-19. Les informations seront mises à jour sur une base régulière. Donc, ça se termine la présentation d'aujourd'hui. Merci d'avoir été présent. Je vais laisser le mot de la fin à Guy.